Mais d'abord donc le jour d'après pour Valérie Pécresse à son QG de campagne ce matin. Au menu du déjeuner, c'était soupe à la grimace. Jonathan Dupriez avec Guillaume Bertrand. Monsieur Hortefeux, quel est votre sentiment sur le meeting d'hier? Tout a été dit. Ce matin, au QG de Valérie Pécresse, les ténors sont pressés et quelque peu sur la défensive. Vous êtes en forme? Et vous? Ça va? Après le meeting d'hier qui a été très critiqué Par qui? par plein de gens, sur la forme notamment. Leur candidate était censée se relancer grâce au meeting du Zénith hier. Mais les critiques ont fusé peu après sa prestation, qualifiée par certains de naufrage, notamment sur la forme. Des critiques que Valérie Pécresse balaie d'un revers de main. Écoutez, si vous voulez des beaux parleurs, vous en avez plein dans cette campagne. Si vous voulez quelqu'un qui fait, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Le président du parti, Christian Jacob, préfère lui aussi voir le verre à moitié plein. D'abord, il y avait une belle salle, il y avait de l'ambiance, et puis voilà, il y avait l'énergie qu'il y a dans les campagnes électorales. Au QG de campagne, on préfère donc afficher les bonnes nouvelles, si infimes soient-elles, comme le soutien de l'ancien Premier ministre, Édouard Balladur. Elle a trouvé en elle la force pour convaincre les Français que son projet pour notre pays était le meilleur. C'est un soutien important. Mais le malaise enfle chez les LR autour de sa référence au grand remplacement. Certains l'accusent d'avoir repris la thèse à son compte pour courtiser l'électorat d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, ce qu'elle dément. Ses lieutenants montent au créneau pour la soutenir. Ce qui est incroyable, c'est le lynchage médiatique auquel on assiste aujourd'hui, jusqu'à d'ailleurs à renverser la signification d'un certain nombre de phrases. Vous parlez par exemple sur le déclassement et le remplacement. Sa phrase, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité, ni pour le grand déclassement, ni pour le grand remplacement. Nous voulons lutter contre l'islamisme. Reste à voir l'influence d'une telle sortie sur les sondages. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont actuellement au coude à coude, autour de 15% des intentions de vote au premier tour. Valérie Pécresse, bonjour tristesse. On a choisi un titre, volontiers et volontairement provocateur pour ce débat. Je vous présente mes invités. Bérangère Bonte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique, vous publiez Le Sioux, c'est une biographie d'Édouard Philippe aux éditions L'Archipel. Et puis je signale aussi votre participation à ce MOOC, la fabrique de la présidentielle 2022. C'est l'acte 2, c'est un bonheur à chaque fois. Et vous signez un article sur Fabien Roussel. Vous l'avez écrit quand l'article? Au mois de décembre. Vous avez plutôt eu du pif parce qu'il est en train de monter dans les sondages. L'homme qui casse les codes, on était déjà pas mal dedans. Bon, c'est très bien. J'accueille également Émilie Zapalski. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes communicante politique. À vos côtés, Pascal Perrineau. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Politologue, professeur à Sciences Po Paris. En duplex avec nous, Gaël Slimane, qui est le président cofondateur d'Odoxa. Bonsoir, Gaël. Bienvenue. Bonsoir, sur ce plateau. Enfin non, en duplex une nouvelle fois. Et puis Mathieu Croissando, qui lui est bien sur ce plateau. Bonsoir, Mathieu. Merci. Bonsoir, Thomas. Merci d'être là comme tous les lundis et les mercredis. Allez, je vous ai demandé un petit exercice pour commencer, un mot ou un adjectif pour qualifier le meeting de Valérie Pécresse hier. Je commence avec vous, Bérangère Bonte. Il a été beaucoup repris, mais comme je l'ai prononcé hier, je vais le reprendre, c'est naufrage. Naufrage, c'est un mot qui est vraiment dur. Comment vous le justifiez, ce mot? Il y a beaucoup de choses à dire sur pourquoi ils se sont obstinés à l'envoyer au casse-pipe, mais moi je considère, faites l'exercice, est complètement raté. Et oui, ça ressemble à un naufrage. Pascal Perrineau, vous êtes peut-être plus positif. Oui, moi je dirais femme, mais ensuite je m'expliquerai pourquoi. Oui. C'est une femme dans un monde d'hommes que l'on juge avec des critères qui sont des critères entièrement construits depuis des décennies par les hommes. Et qu'est-ce qu'on demande à une femme en matière politique? C'est d'être un homme comme les autres. Hein. Et là, quelque part, Valérie Pécresse, en effet, n'a pas été un homme que les autres. Elle a essayé, et c'est le tort de son entourage, de l'avoir fait jouer sur ce terrain. Alors qu'on connaît Valérie Pécresse, par exemple, quand elle est dans le cadre plus intime des studios de télévision, quand elle est face à un journaliste ou face à un contradicteur, et là, elle est très bien. Et avec, j'allais dire, les micros d'aujourd'hui, la sono d'aujourd'hui, c'était pas la peine de la faire jouer l'homme tonitruant, tapant sur la poitrine. Vous voyez. On y reviendra évidemment en détail, parce que c'est effectivement, il y a même des accusations de misogynie dans on va dire, la tonalité générale, notamment
notamment des journalistes ou des commentateurs depuis hier. C'est quoi le mot qui, selon vous, résume le mieux? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, Pascal, mais moi, j'aurais été tentée par rater, évidemment, parce que c'était un exercice qui était compliqué sur la forme, sur le fond aussi, parce que ça a créé de la confusion, en tout cas avec cette ligne très droitière. J'aurais tendance à dire perfectible, parce que dans la lignée de ce que vous venez de dire, Pascal, si elle arrivait à trouver son style, son ton, si elle respectait en effet sa féminité et sa façon de faire, elle peut aller beaucoup plus loin, elle peut se faire confiance. En fait, il faut que ça soit une femme qui tape du poing sur la table et qui dise maintenant, c'est moi la boss, je fais comme je l'entends et on y va comme ça. Elle écoute probablement un petit peu trop les autres. Gaël Slimane, même question sur un mot, un adjectif pour résumer. Et puis peut-être, on va essayer d'aller un peu plus loin. Quel impact ce meeting, et peut-être même au-delà du meeting, parce qu'il y a finalement assez peu de Français qui l'ont regardé in extenso hier. Les commentaires autour du meeting, quel impact ça peut avoir dans l'opinion d'après vous? Pour les mots, je dirais occasion manquée. Je pense que naufrage est trop sévère et en même temps, c'était un exercice qui a été raté sur la forme. Je comprends très bien ce que veut dire Pascal Perrineau, donc je ne vais pas faire un teasing ou spoiler ce qu'il va vous expliquer ensuite, mais je pense qu'effectivement, on lui a fait jouer une partition qui n'était pas elle. Un petit peu comme quand on a voulu à un moment, les communicants d'Alain Juppé lui ont expliqué qu'il était très populaire mais qu'il fallait avoir l'air plus sympathique. Et donc on le voyait en train de faire des parties de beer pong. On a vu dans votre sujet Édouard Balladur. Édouard Balladur, souvenez-vous, en 95, prenant le métro ou le RER pour montrer qu'il était proche des gens, ce qui créait une forme de dissonance cognitive, de rupture par rapport à l'image qu'on s'était faite du personnage. Et donc là, ça a sonné faux sur la forme, mais aussi sur le fond. Et je pense que c'est effectivement bien dommage pour elle, mais ça n'est pas fini. Je pense qu'on aurait tort de l'enterrer trop vite, mais c'est sûr que c'est une occasion manquée pour elle. Bon, on reviendra sur l'impact dans l'opinion tout à l'heure. Je voudrais donner la parole une première fois, évidemment, à Mathieu. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec tout ce qui se disait autour de cette table, notamment peut-être sur l'entourage, sur la responsabilité. C'est l'idée de lui faire jouer une partition. Je pense que quand on est candidat à la présidence de la République, on imprime sa partition. Il y a pas, ou alors c'est une vision encore très masculine des choses, de pouvoir dire que c'est une candidate, donc c'est une marionnette, donc on peut lui faire un numéro de claquette tel qu'on l'a décidé. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on est candidat, qu'on soit homme ou femme, on impose ses codes, on impose son style. Prenez un exemple, Ségolène Royal en 2007, que certains jugeaient baroque, que certains jugeaient complètement abracadabrantesque, parce qu'elle ne répondait pas notamment à tous ces codes très masculins. Elle faisait des meetings à sa façon. Donc le fait qu'on soit un homme ou une femme, à mon avis, ne change rien. Par ailleurs, pendant les débats de la primaire et du Congrès, on a entendu cette façon de parler par slogan, par formule plus ou moins réussie, parfois creuse. Moi, je ne pense pas que ce soit un exercice, la prise de parole en public, qui lui aille vraiment. Elle est plutôt bonne dans la réponse aux Français, elle est bonne dans de la contradiction, mais l'espèce d'allocution, c'est pas quelque chose qui lui va. Puis enfin, juste, je rebondissais sur le naufrage, parce que moi, je suis assez d'accord. Elle l'a dit elle-même, d'une certaine façon, dans un splendide lapsus, en disant qu'elle aimait la France corps et bien, au lieu de corps et âme. Corps et bien, c'est quoi? C'est une expression maritime. On dit pour les navires qui disparaissent, corps et bien, au fond de l'eau. Juste petite nuance, parce que moi je ne dirais pas que tous les torts sont à mettre sur le dos de son équipe. Je pense que les torts sont partagés. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, quand même, c'est qu'en gros, Igor Mitrofanov, l'ancienne plume de François Fillon, dont on a beaucoup parlé, avait produit un discours qu'elle a choisi de réécrire complètement pour produire ce qu'elle a produit là. Donc l'équipe, évidemment, était là pour la protéger, probablement. Et si ça a été ça le sujet... qu'on avait d'un discours un peu décousu. Qui ne ressemble à pas grand-chose, qui part dans tous les sens, qui manque de rythme, qui est très haché. Il y a autre chose, c'est qu'il y a une concurrence très rude sur des orateurs qui sont beaucoup plus radicaux, qui n'hésitent pas à balancer des mots. Enfin, je pense à un en particulier, Éric Zemmour, qui va très très loin, qui en a rien à faire, en fait, de ce qu'on pense et de ce qu'il peut provoquer. Et elle est sur des propos beaucoup plus mesurés, des mesures... Finalement, si on regarde tout ce qu'elle a dit, qui était un peu décousu, parce que ça allait dans tous les sens, il n'y avait pas de ligne directrice, et finalement, ce qu'on retient, c'est qu'elle n'a pas dit non contre le grand remplacement. Mais sinon, si on regarde, c'est assez pragmatique, c'est une approche, c'est ce qu'elle disait au départ, c'est une femme du faire, c'est-à-dire que c'est une approche pragmatique, comme dans son bilan du Conseil régional, c'est-à-dire qu'elle avance, elle fait, et ça, c'est pas du tout vendeur. On est dans une campagne express où c'est le mot qui compte, c'est la provocation, c'est la surenchère, des propos radicaux, elle n'est pas du tout
du tout là-dedans. En fait, la question, c'est comment mettre en valeur des propos qui sont un peu plus nuancés, un peu plus pratiques, Probablement, il y a une voie, mais elle l'a pas encore trouvée. Alors, je suis une faiseuse, effectivement. C'est l'argument qu'elle a employé ce matin. C'était sur RTL pour justifier, on va dire, des talents oratoires un peu délaissés hier. Si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi, je suis une faiseuse. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français, peut-être plus à l'aise sur ce plateau avec vous. Mais le sujet aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on veut pour la France? Est-ce qu'on veut des beaux parleurs? Ça, on en a eu depuis 10 ans et on en aura encore. Ou est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un qui va restaurer l'autorité, qui va restaurer nos services publics abîmés, qui va redonner de la liberté aux Français, qui va revaloriser le travail? C'est ça la question. Alors moi j'entends cet argument, Pascal Perrineau, mais quand même le talent oratoire en politique, c'est quand même un peu la base du métier, quoi. Enfin, la base du métier, je ne sais pas si vous avez écouté à plusieurs reprises celle qui est restée 16 ans au pouvoir, Madame Merkel. Vous connaissez les discours de Madame Merkel? C'était d'un ennui. C'est ennuyeux. Absolument terrible. Oui. Simplement, Madame Merkel, elle exerçait ses talents, qui sont réels, dans un système parlementaire où il n'y avait pas d'élection présidentielle et où les canons peut-être du beau discours, etc. L'Allemagne est peut-être un peu plus avancée que nous en la matière, parce qu'ils ont aussi un personnel politique qui est un peu plus féminisé que nous. Nous, vous vous rendez compte, à part Édith Cresson, jamais une femme première ministre, jamais bien sûr présidente de la République. Donc on fait une course présidentielle avec handicap. Il y a du travail à faire. Et en effet, Valérie Pécresse, on le voit d'ailleurs là dans le studio d'RTL, quand il s'agit d'être avec des gens autour de la table, elle est beaucoup plus elle-même, elle ne surjoue pas, elle ne donne pas cette impression, en effet, parfois d'être un peu à côté. Oui, ou insincère, parce que c'est un peu ce qui est lié à la perception du meeting hier. Et ça, quand même, c'est un handicap potentiel pour les jours à venir. En tout cas, il va falloir qu'elle le gomme rapidement. Je vais vous redonner la parole, mais dans ce que vous dites, il y a quand même peut-être un soupçon de misogynie, ou en tout cas, vous le disiez, un biais lié à notre habitude, à notre histoire politique. Alors, c'est ce que disait aussi Alain Minc ce matin. Il était sur France Inter. On l'écoute. Pas d'accord. Une des raisons pour laquelle je souhaite qu'elle soit élue, je pense que ça ferait du bien à ce pays d'élire une femme, ce qui n'est quand même pas arrivé. Il n'y a pas eu de femme au pouvoir depuis Anne d'Autriche. Il y a quand même une petite musique dans la manière de la critiquer, dont on ne m'enlèvera pas l'idée qu'elle ne serait pas exactement la même à l'égard d'un homme. Vous trouvez que c'était misogyne hier, les réflexions sur la voix? C'est vrai que c'était un peu... La voix, c'était insupportable de s'en prendre à sa voix. Je veux dire, Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus, ça n'empêche pas de présider la France. Donc je trouve, si vous voulez, que à cet égard, même dans les milieux qui sont les nôtres, qui sont des milieux de gens qui ont quand même beaucoup de diplômes et autres, il y a encore un petit fond de sauce misogyne qui m'impressionne beaucoup. Bon, Alain Minc n'est pas épidémiologiste, mais je rappelle que le masque, ça se porte sur le nez. Bérangère Bond, vous n'êtes pas du tout d'accord sur l'aspect misogyne. Alors Dieu sait que je ne peux pas être suspectée de sexisme et de misogynie, que c'est un sujet que je mets souvent en avant. Mais en l'occurrence, quand on est mauvais, on est mauvais. Je trouve que... Alors pour le coup, là où je suis d'accord avec Alain Minc, c'est effectivement la voix. Je ne vois pas pourquoi une voix de femme ne fonctionnerait pas en meeting. Mais encore une fois, c'est pas ça le sujet. Moi, j'ai réécouté par exemple des meetings de Martine Aubry cet après-midi. On passe son temps comme on peut. Martine Aubry, elle a fait un meeting il y a quelques mois avec Anne Hidalgo. Elle n'est pas là en train d'essayer d'avoir une voix posée, grave, etc. Elle est dans le ton de Martine Aubry. Elle parle à Anne Hidalgo avec des petits sourires. Elle ne force pas la voix et elle fait du Martine Aubry. C'est juste ça le sujet. Pourquoi on a essayé effectivement d'en faire un candidat masculin, mais tout court un candidat de la droite, ou dans ces grands meetings où on met des drapeaux bleu, blanc, rouge, où on déclame dans une grande salle. C'est ça le sujet. C'est pas une histoire d'homme-femme. Moi, je suis quand même un peu comme Alain Minc. J'ai l'impression qu'il y a une petite musique quand même quand on critique ses vêtements en disant c'est pas présidentiable d'avoir un petit t-shirt, c'est pas assez. Je sais pas, il y a quelque chose quand même qui est pas tout à fait net. Peut-être pas complètement, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une musique. Je suis pas sûre que toute la famille politique aurait été aussi acharnée
incarné si ça avait été un homme, il me semble. Mais bon, après, peut-être que je deviens une féministe acharnée et peut-être que mon avis est plus si objectif. Après, sur Angela Merkel, je crois qu'elle avait quelque chose que Valérie Pécresse n'a pas encore, c'est l'autorité. Ah oui. Elle avait une autorité. Et souvenez-vous, quand elle s'est excusée, c'est pour le Covid, la crise Covid, c'est quand même une espèce de sublimation, en fait, de cette figure politique qui arrive à dire même jusque-là. Valérie Pécresse, elle n'a pas encore cette autorité, elle n'arrive pas à l'incarner. Moi, je me suis dit, quelles sont les figures? Parce qu'en effet, quand même si on n'est pas féministe, les figures femmes politiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais quelles sont-elles? Alors, il y a Christiane Taubira, très bonne oratrice. Vous avez parlé de Marine Le Pen dans son style et dans un style beaucoup plus serein, calme. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est là où je rejoins Pascal, c'est-à-dire que les codes qu'on a des hommes politiques, pour l'instant, c'est plutôt masculin. Il faut se réinventer sur des figures. Elle parle aussi de Simone Veil. Pourquoi pas suivre ça? Ce que je veux dire, c'est que l'imaginaire hommes et femmes politiques, il est plutôt centré sur la virilité, sur le côté masculin. Ça m'est arrivé de m'endormir à un de mes propres discours. Ce qui était quand même très drôle. Il ne faut pas te faire ennuyer comme Angela Merkel, par exemple. Non, mais assumer des hésitations, assumer des silences, instaurer son rythme et son ton à soi-même et pas vouloir faire en effet viril ou autre chose que ce qu'on est. Gaël Slimane, est-ce qu'on a déjà un peu de grain à moudre pour évaluer l'impact de cette journée globalement ratée et des critiques et des jugements négatifs sur ce meeting dans l'opinion? Non, bien sûr que non, c'est trop tôt. En revanche, on l'aura très bientôt et il est probable que ça aura un effet négatif sur les intentions de vote et sur la cote globale de Valérie Pécresse. Pas forcément parce que tout le monde aura suivi cette intervention, mais parce que la plupart des électeurs se fondent aussi sur les commentaires qu'ils peuvent lire, entendre, voir à ce sujet, et parce qu'il y a une concurrence, une compétition acharnée entre Valérie Pécresse et plusieurs adversaires. L'électorat qui envisage de voter aujourd'hui pour Valérie Pécresse hésite pour une part avec Emmanuel Macron, pour une part avec Éric Zemmour, voire Marine Le Pen. Donc, c'est pour ça que je parlais d'occasion manquée tout à l'heure. Elle avait une occasion de creuser l'écart avec Éric Zemmour et de prendre l'ascendant sur Marine Le Pen, qui est repassée devant elle dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Et sans doute a-t-elle raté cette occasion, même si ça n'est pas définitif. Je profite juste d'un instant pour dire que je suis absolument pas d'accord avec ce qui est dit sur la misogynie. C'est quelque chose qui est systématiquement utilisé et qui agace pas mal les gens, qui est systématiquement utilisé lorsque des femmes politiques sont jugées mauvaises, souvent parce qu'elles le sont vraiment. Ça a été le cas notamment de Ségolène Royal dans sa campagne, où il y a eu plusieurs accidents industriels lors des propos qu'elle a pu tenir. Ça a été le cas et c'est encore le cas pour Anne Hidalgo aujourd'hui. Et on a, et je suis tout à fait d'accord avec Bérangère Bond, des femmes politiques qui impriment quelque chose dans des discours. Et je pensais moi aussi à Martine Aubry. Et je suis étonné d'ailleurs de voir que on occulte Marine Le Pen, qui arrive à marquer des points à sa manière dans ses discours et qui, je le rappelle, est une femme. En revanche, je voyais bien où voulait en venir Pascal Perrineau, on va voir si on l'entendra à ce sujet, quand il disait qu'elle était femme. Et en l'occurrence, c'est ce que je voulais dire aussi sur le fait qu'elle est dans une posture sérieuse, rigoureuse. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'Alain Juppé ou d'Édouard Balladur, on aurait pu parler de Lionel Jospin aussi. Pas forcément sexy médiatiquement, pas forcément emballant dans le discours, mais qui marque des points dans l'opinion parce qu'il donne une impression de sérieux et de compétence. Or, c'est plutôt un atout qu'avait et qu'a encore Valérie Pécresse, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de vouloir fendre l'armure et surjouer la proximité, l'affection, l'amour. Elle a utilisé pas mal de vocables qui relèvent de ce champ lexical-là, et je pense que là, elle se trompe, et c'est ce que je voulais dire quand je dis qu'elle a sans doute été mal conseillée. C'est pas le problème que ce soit une femme, en l'occurrence. Juppé avait lui aussi eu de mauvais conseils en communication de ce point de vue-là. Il faut qu'elle soit elle-même et qu'elle assume d'être sérieuse, quitte à être triste ou terne. Un petit côté Angela Merkel. On y revient. Mathieu, la question après ce meeting, c'est est-ce qu'elle fait encore peur à ses concurrents? Alors, je suis la femme à abattre, clamait Valérie Pécresse. C'était pas il y a très longtemps, c'était hier, à la une du journal du dimanche. Et aujourd'hui, on se demande évidemment si c'est pas d'abord tirer une balle dans le pied, autrement dit, si elle n'est pas en train de s'abattre elle-même. Je caricature, mais depuis quelques semaines, et davantage encore depuis sa prestation d'hier, en fait, elle inquiète davantage ses propres troupes
que ses adversaires. Et ça, c'est nouveau. Parce que quand on se souvient du contraste, de l'emballement qu'il y avait eu au moment de sa désignation, hein, à l'époque, Valérie Pécresse était celle que personne n'avait vu venir. Son profil en inquiétait plus d'un dans la majorité. Elle était femme, jeune, avec un CV et un parcours politique sans tâche, capable de rivaliser avec Emmanuel Macron à la fois sur la sécurité, sur l'économie, mais aussi sur le côté réforme, sur le côté modernité, et même du côté d'Éric Zemmour. Pour le coup, on pensait à l'époque pouvoir surfer sur les divisions de la primaire et accrocher tous les déçus du ciotisme, mais pas de peau, hop, elle avait réussi à rassembler sa famille, bref, elle impressionnait tout le monde contre toute attente, et des sondages, faut le rappeler quand même, la donnaient qualifiée pour le second tour, et même un certain sondage vainqueur face à Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pour moi, elle a commis plusieurs erreurs. La première, c'est d'abord d'aller un peu vite en besogne, en voulant installer à tout prix un duel avec Emmanuel Macron, comme si le premier tour n'était qu'une formalité. Sur le terrain de la présidentialité, pour le coup, il n'y a pas de match, hein, comme tous les présidents en exercice. C'est pas le fait que ce soit Emmanuel Macron, mais il a un coup d'avance parce qu'il est président. Et un membre de l'équipe de Valérie Pécresse me le disait la semaine dernière, c'est compliqué, c'est vrai, quand on le voit à Moscou avec Poutine, c'est compliqué de rivaliser sur ce terrain-là après. Par ailleurs, le refus d'Emmanuel Macron de descendre dans l'arène, c'est comme si vous essayez de boxer ou de jouer au ping-pong tout seul, c'est plus compliqué. Et puis, la seconde erreur, à mon avis, ça a été du coup de négliger ses adversaires de premier tour, à commencer par Éric Zemmour, parce que on voit bien qu'ils occupent une partie du même terrain. Lui se gêne pas pour l'attaquer, il le fait même à longueur de meeting, il le fait faire sur les réseaux sociaux par toute son armada. Hier, elle ne l'a pas cité une fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente de donner l'impression de lui emboîter le pas sur ses idées plutôt que de faire valoir sa différence à elle. Elle cogne pas les idées de Zemmour, elle les reprend un petit peu à son compte. Qu'est-ce qu'elle dit hier? Il y a la fameuse question du grand remplacement, quand même, le terme de l'adversaire qu'elle reprend. Elle parle de Français de papier, elle parle de zone de non-France. Bref, elle paraît aujourd'hui à la remorque, ce que ne s'est d'ailleurs pas privé de souligner Éric Zemmour lui-même, invité au 20h de TF1 hier soir, en disant même Valérie Pécresse reprend mes mots. Et puis enfin, la troisième erreur, on en a un petit peu parlé, moi j'ai une petite nuance avec Gaëlle Slimane, c'est qu'elle a cru qu'un programme pouvait tenir lieu de laisser passer pour l'Élysée, et ça, des mesures, elle en a, c'est vrai que c'est sérieux, c'est vrai qu'elle les assume, hein, elle les dit, mais je pense que pour le reste, c'est-à-dire le récit, la vision, la dimension personnelle, là on n'y est pas. Elle s'est quand même lancée en juillet dernier, Valérie Pécresse, hein, et les Français qui la connaissent toujours pas très bien ne semblent pas bien avoir compris ce qu'il apportait. Alors, elle multiplie les références, hier on a eu droit à Thatcher, Merkel, Chirac, Simone Veil, Sarkozy, Fillon, aujourd'hui Balladur, c'est quand même marrant pour une chiracienne de poser avec Balladur quand même. Mais ce name dropping, ça dit toujours rien sur ce qu'elle est. Elle, qui elle est et ce qu'elle veut. Voilà, c'est le problème d'incarnation, avait dit Rachida Dati il y a 15 jours. Inexistence, a cruellement lâché Nicolas Sarkozy la semaine dernière dans le Figaro. Voilà, il reste 8 semaines pour essayer de corriger tout ça. Ça paraît un peu court, en tout cas, c'est pas gagné. Alors, inexistence, c'était des propos off rapportés. Des propos rapportés par Nicolas Sarkozy. Voilà, des propos de Nicolas Sarkozy. Sur l'incarnation, Pascal Perrineau, est-ce que vous êtes en partie ou d'accord, ou au contraire, vous mettez des bémols sur la critique ou l'analyse de Mathieu? L'incarnation dans une démocratie présidentielle, c'est important. On ne va pas expliquer le contraire. Parce que c'est l'élection d'un homme et peut-être un jour d'une femme. Mais la manière d'incarner est en train de changer. C'est vrai que l'incarnation à la De Gaulle, l'incarnation à la Giscard, l'incarnation à la Mitterrand, qui était au fond assez proche d'une incarnation à la De Gaulle, c'était deux frères ennemis qui s'inspiraient beaucoup l'un de l'autre. Tout ça, à mon avis, commence à appartenir au passé. Et on est rentré dans l'ère de présidents, et c'est pas stigmatisant, de présidents plus ordinaires. On l'a vu apparaître avec Chirac, et on l'a vu d'une manière caricaturale avec Sarkozy, avec François Hollande, de manière très claire. Et il y a eu cette tentative, la tentative de revenir à l'esprit des origines, à une incarnation à l'ancienne, qui est celle du président jupitérien Emmanuel Macron. Et on s'aperçoit que Jupiter a du mal à occuper complètement, parce que ça appartient à une autre époque, cette présidence entièrement verticale, qu'incarnait très bien le fondateur des institutions. Donc je crois qu'il y a place aujourd'hui pour d'autres types d'incarnation. C'est ce que cherchait confusément Sarkozy, confusément et très maladroitement François Hollande. Il y a eu une parenthèse Macron, mais je crois que le Macron à venir va remiser un peu l'aspect jupitérien, même si son tempérament fait que, il est complètement fasciné, certainement, par ce modèle jupitérien. Et là, je crois qu'une femme a beaucoup à jouer.
Parce que les figures d'autorité, aujourd'hui, dans certains secteurs, sont autant féminines que masculines. Hein. Je le regarde, moi, dans le domaine, par exemple, de l'université, où il y a plus de femmes aujourd'hui que d'hommes. On voit bien des figures d'autorité, mais extrêmement différentes, des figures masculines apparaître. Hein. Et donc, la féminité est intéressante parce que ça peut être un symbole de modernité. De fait, ce que disait tout à l'heure Alain Minc, je suis assez d'accord avec lui, épouser son temps. Et donc, faire vivre à la tête du système de la Ve République une autre manière de gérer les femmes et les hommes. Alors, je voudrais qu'on vienne peut-être un peu plus sur le fond, sur la ligne politique de Valérie Pécresse. Et Steve Jourdain peut nous rejoindre. Bonsoir, Steve. Évidemment, dans son discours, il y a une formule qui a retenu l'attention, le grand remplacement. On va peut-être commencer par rappeler de quoi il s'agit. Ouais, c'est une formule complotiste, il faut le dire, xénophobe, qui postule la chose suivante. Des élites mondialisées font tout et le font volontairement, c'est important, pour faciliter la colonisation arabo-musulmane de l'Europe. Tout ça entre guillemets, évidemment. C'est une théorie qui a inspiré les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, mais aussi les manifestations de Charlottesville aux États-Unis. Elle a été popularisée par l'écrivain Renaud Camus, diffusée par Éric Zemmour et donc vous l'évoquiez tout à l'heure, évoquée hier en meeting électoral par Valérie Pécresse. Écoutez-la. Dans 10 ans, serons-nous encore la 7e puissance du monde? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et évidemment, à la suite de l'emploi de ces mots, Valérie Pécresse a subi des critiques à gauche, mais aussi à droite. Oui, dans son entourage, certains ont été un peu abasourdis, surpris en tout cas, de voir Valérie Pécresse reprendre à son compte les mots d'Éric Zemmour ce matin, donc sur RTL. Elle s'en est expliquée. Écoutez-la. Cette phrase que j'ai prononcée, c'est une phrase que j'ai prononcée 10 fois et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneaux. La phrase, c'est « je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Ça veut dire « je ne me résigne pas à justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible ». Voilà, et nous, très modeste bigorneau, on a donc vérifié. Effectivement, Valérie Pécresse a déjà évoqué le grand remplacement. Elle l'a fait à plusieurs reprises. Ce n'est par exemple au mois de novembre sur le plateau de LCI lors d'un débat pour le congrès LR. Écoutez-la. Je déteste cette expression parce qu'elle donne le sentiment que tout est foutu. Elle donne le sentiment qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis il ne se passera rien. Moi, c'est pas ma vision de la politique. Ma vision de la politique, c'est une vision extrêmement volontariste. Il faut avoir le courage de dire et il faut avoir la volonté de faire. Voilà, Valérie Pécresse, elle déteste cette expression, elle la rejette effectivement, mais elle ne réfute pas pour autant explicitement, clairement, fermement cette théorie, ce qui se présente comme une théorie. Elle, Valérie Pécresse, elle préfère parler de non-France. La non-France, c'est selon elle ces zones où l'on a concentré les difficultés sociales et les populations immigrées. Thomas. Merci Steve pour toutes ces explications. Alors effectivement, d'abord, comment vous analysez, je vais commencer peut-être avec vous, Émilie Zapalski, comment vous analysez la phrase de Valérie Pécresse hier? Ça crée énormément de doutes, puisque dans sa phrase, on a l'impression vraiment qu'elle est en phase avec cette théorie du grand remplacement. Et donc ce matin, elle expliquait que c'était l'inverse et que personne n'avait compris. Je pense qu'elle joue sur cette ambiguïté pour satisfaire à la fois la frange Éric Ciotti, on va dire, qui était pas mal au devant de la scène dans leur primaire, donc elle est obligée de cocher cette case-là, et qui fâche en même temps le reste de la famille. Moi, je pense qu'elle a joué sur ça. Est-ce que ça peut être gagnant? Comme vous l'avez dit, c'est Éric Zemmour qui est à la manœuvre là-dessus. Il aura toujours des mots plus forts, il aura toujours des explications plus fortes, plus provocatrices. Il s'en fiche complètement, c'est ça, sa ligne depuis le début. Qu'est-ce qu'elle va gagner à jouer sur cette ligne-là? Est-ce qu'elle peut jouer on va toujours préférer original, que ça soit chez Marine Le Pen, qui est un petit peu plus modérée sur ça, mais qui vend quand même ça en fond, ou chez Éric Zemmour. J'ai l'impression que cette stratégie, elle n'est pas très gagnante. Encore une fois, c'est une question aussi de taper sur le poing sur la table et de dire, voilà, j'ai fait l'union au moment de la primaire, est-ce que je peux avoir ma ligne et pas forcément cocher toutes les cases des uns et des autres. Je vous voyais tiquer, Pascal Perrineau. Pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté de la part de Valérie Pécresse? Non, moi je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande continuité par rapport à ce qu'elle a dit. Elle ne se résigne pas à ces processus qui sont qualifiés
par Éric Zemmour, de grands remplacements ou de grands déclassements. La non-France, c'est la même chose. À aucun moment dans son discours, vous ne la voyez défendre la notion de grand remplacement. Ce qui ne veut pas quand dire elle dit qu'il n'y a pas de fatalité au grand remplacement, on peut comprendre qu'il est en cours et qu'il y a des choses à faire pour l'empêcher d'advenir. Le premier membre de la phrase, c'est le grand déclassement. Et ça, c'est ce qu'elle dénonce. Elle dit aujourd'hui, nous assistons à un grand déclassement avec Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas être... elle ne se résigne pas à quelque chose qu'elle croit dans le premier membre de sa phrase, et elle ne se résigne pas à quelque chose qu'elle ne croit pas dans le second membre de sa phrase. Ça ne marche pas comme ça, la rhétorique. Il faut revenir à la forme. Parfois, on dit que c'est anecdotique. Mais si, comment vous expliquer que ce matin, on comprend effectivement autre chose, et on comprend très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle manifestement pense, et qu'on comprend autre chose hier. Il y a quand même... Et cette phrase du grand remplacement n'est pas la seule phrase. Je veux dire, c'est ce qui est très étonnant. À la fin de son discours hier, elle a cette formule, elle dit « Les extrémistes vous mentent, ne laissez jamais le venin et la nostalgie l'emporter ». Mais alors, pourquoi le grand remplacement ? Pourquoi la nation se fissure en silence ? Pourquoi Marianne n'est pas une femme voilée ? Pourquoi cette tonalité qui fait quand même, qui valide quand même le fait qu'on n'a pas rêvé ? Que le discours ait placé le curseur, à mon avis d'ailleurs, beaucoup trop à droite. C'est une réalité, parce qu'elle fait une campagne de premier tour. On a dû lui expliquer que l'essentiel, c'était de récupérer des électeurs lepénistes ou zemmouristes. Et ça, je crois qu'au contraire, elle doit tenir les deux bouts de la chaîne, puisqu'il y a autant, sinon plus, d'électeurs qui sont passés vers Emmanuel Macron. Et que donc elle doit s'adresser aux deux, ce qui n'est pas une tâche facile. Mais je ne crois pas qu'on puisse lui faire le procès qu'elle prend à son compte la théorie du grand remplacement. Il y a quelques éléments au début, d'ailleurs, enfin quelques phrases avant, sur un véritable enjeu de cette élection présidentielle. Nation unie, dit-elle, ou nation éclatée. Éclatée, pourquoi ? Éclaté par le déclassement, ce qu'on appelle la fracture sociale, éclaté par le jeu des communautés. Et ceux qui considèrent en effet que la France de l'avenir, c'est une France des communautés, plus qu'une France unie dans une communauté nationale, et une seule communauté. Là, il y a un vrai enjeu, et c'est au fond ce qu'elle cherche à décliner deux phrases plus loin. Alors il y avait quelqu'un qui pardon de vous interrompre, c'était intéressant de l'écouter ce matin sur BFM TV, c'est Éric Ciotti, très satisfait après le discours d'hier. Je me suis retrouvé totalement dans le discours de Valérie Pécresse. C'est important. J'ai porté une ligne au Congrès qui a obtenu 40% des suffrages au second tour. Et cette ligne, elle était fortement exprimée, représentée, incarnée hier. Donc sur le fond de ce discours, et là est quand même l'essentiel. Oui, il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est Éric Ciotti qui est arrivé en tête au premier tour du Congrès. Gaël Slimane, moi, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, si on considère, c'est un peu l'analyse que je fais, que c'est la ligne Ciotti qui sert finalement de fil rouge à son discours hier, parce que vous disiez qu'il était un peu décousu, mais malgré tout, elle revenait toujours à des arguments qui étaient plutôt sur cette ligne, à mon avis, ou en tout cas les plus puissants, c'était cela. Gaël Slimane, cette ligne-là, pour l'instant, elle ne marche pas, ou en tout cas pas suffisamment pour qu'elle se détache dans les enquêtes d'opinion. Donc pourquoi rester sur cette ligne-là ? Ça, c'est un mystère. Là, je ne peux pas répondre à la deuxième question, parce que je pense que c'est une folie et une erreur de mener une campagne sur une ligne Ciotti/Zemmour et d'essayer de séduire ou de récupérer un électorat tenté par le vote Zemmour ou par le vote Le Pen en tenant un discours sur le fond qui emprunte à ce vocable-là. Pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal Perrineau, parce que moi, comme les uns et les autres autour du plateau, j'entends quand même une grosse nuance dans ce que dit Valérie Pécresse quand elle parle de grand remplacement, par rapport à la façon dont elle en parlait dans les débats, dans les meetings précédents. J'entends qu'elle veut emprunter à cette théorie, et je comprends comme vous, Thomas, que quand on dit « il n'y a pas de fatalité ou je ne me résous pas à », ça veut dire que ce grand remplacement sera en marche. Et puis, de toute façon, elle emploie le mot de l'adversaire, et je crois que c'était Émilie Zapalski qui, en experte en communication, le disait fort justement, quand on commence à jouer à l'extérieur, sur le terrain de l'adversaire, on préfère toujours l'original à la copie, et on sait que ça ne marchera pas. Et Pascal Perrineau le disait, je le rappelle quand même, il y a une bonne partie des électeurs qui s'apprêtent à voter Macron cette fois-ci
qui sont des électeurs issus de la droite. Donc, pour moi, la stratégie consistant à essayer de tenir un discours ciotiesque ou zémourien pour garder les électeurs les plus conservateurs me semble doublement dangereuse, alors qu'il y a beaucoup de gens de droite et d'extrême droite qui détestent Emmanuel Macron. Donc le simple fait de ne pas être Emmanuel Macron, mais d'être elle-même Valérie Pécresse, pourrait suffire à lui sécuriser cet électorat-là. Donc je pense que là, il y a une erreur, encore une fois, qui est fréquente, hein, mais qui consiste à vouloir jouer finalement le match à l'extérieur sur le terrain de l'adversaire. Mathieu Croissando, est-ce que c'est pas là l'une des explications du malaise qu'on peut ressentir? Je parlais d'insincérité tout à l'heure. En tout cas, c'est l'un des procès qu'on peut faire, à tort ou à raison, à la Valérie Pécresse, parce qu'elle se retrouve à assumer une ligne qui n'est pas tout à fait conforme à son histoire politique. Oui, mais ce qui est toujours le cas des candidats. Je vous prends un complet autre exemple sur un autre sujet. François Hollande, en 2012, doit affronter la concurrence de quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et qui grimpe. Et il va au Bourget, et qu'est-ce qu'il fait? Il déclare que son ennemi, c'est la finance, et qu'il va faire la taxe à 75%. Il cède à une ligne qui est beaucoup plus à gauche que ce que lui est profondément, que son ADN. Alors, il se trouve que la taxe sera retoquée et que voilà, il mènera une politique de l'offre après avoir fait croire qu'il mènera une politique de la demande. Mais en campagne électorale, vous avez ce que vous pensez, vous avez votre ADN politique, ce que vous êtes, et puis vous avez aussi le contexte qui joue. Et dans le contexte, toute l'habileté, toute la science, voilà, c'est de pouvoir s'adapter sans se renier, sans se trahir. Oui, et là, on voit bien qu'elle est écartelée, Valérie Pécresse, parce que profondément, là, elle est en train de se séparer, à mes yeux, de toute l'image qu'elle pouvait incarner, qui était celle de la modernité, celle qui allait réformer la France, celle qui... Hier, ce qu'on a entendu, même d'un point de vue économique, c'est on va baisser les impôts et lutter contre cette administration derrière laquelle, à chaque fois, il y a un Kafka qui sommeille, disait-elle. Ce sont des arguments qu'on entend à droite qui sont éculés. Et juste, je fais le lien avec ce que vous disiez sur Emmanuel Macron. Il est jupitérien depuis qu'il est président. Mais il n'a pas fait du tout une campagne jupitérienne en 2017. Il incarnait autre chose. Il incarnait, à tort ou à raison, une forme de souffle, une forme de fraîcheur, quelque chose qui allait débloquer la France, quelque chose qui allait bouger, un peu comme Sarkozy l'avait fait en 2007. Voilà. Elle pourrait jouer ces cartes-là, et là, d'une certaine façon, elle va vers une frange extrême de son parti et de son électorat, qui, à mon avis, va lui faire perdre tout le reste. Il faut dire que c'est quand même compliqué, parce que dans ce paysage droite, extrême droite, tout est un peu pris, en fait. Grand remplacement, c'est pris. Pouvoir d'achat, c'est pris en ce moment par Marine Le Pen. Et même le rassemblement de cette France éclatée, Marine Le Pen est là-dessus, un petit peu aidée par Éric Zemmour, hein, qui l'a un petit peu orienté vers ça, puisque lui est parti sur les fondamentaux régaliens. Donc Marine Le Pen a occupé cette thématique du pouvoir d'achat. On va lui faire un procès en Macronie. Et si on lui ressent, on va lui dire « vous êtes la copie conforme d'Emmanuel Macron ». Moi, je pense qu'il y a en effet quelque chose à trouver de l'ordre de cette espèce d'Angela Merkel, ou même, je dirais, une figure comme Bruno Le Maire, qui n'était pas très charismatique, et qui, en étant pragmatique, ministre de l'économie, finalement, des espèces de figures comme ça, dont on n'a pas l'habitude, parce que c'est pas les codes qu'on a en ce moment, qui sont plutôt des codes vaillants, dynamiques, mais quelque chose d'un petit peu plus sérieux, pragmatique, peut-être moderne, en effet, avec cette image de femme qui pourrait diriger. Il y a tout à construire, il y a un récit à construire autour de ça, sûrement. Je vous donne la parole, mais je voudrais juste qu'on regarde l'un des éléments du jour, sont ces photos, il n'y a pas seulement des photos, il y a eu des images, hein, avec l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. C'était une sorte de, je sais pas, de contre-feu médiatique, on peut l'appeler comme ça, dans cette journée où les images, il s'agissait aussi de contrer cette espèce de bruit généralisé assez négatif pour Valérie Pécresse. Comment vous analysez ces images, Bérangère, et puis vous pourrez rajouter ce que vous aviez prévu de rajouter. Envie de modernité, je ne sais pas, parce qu'il y a 13 ans, mais ça reste, c'est un Premier ministre, c'était une des figures évidemment à droite, et à défaut pour l'instant d'entendre Nicolas Sarkozy à ses côtés, je pense qu'elle est assez heureuse d'avoir ce Premier ministre qui disait encore hier sous la plume de Catherine Ney dans le JDD qu'il ne voulait pas s'engager. Je pense qu'Édouard Balladur, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui était quand même pas non plus un grand orateur, qui a eu des meetings compliqués en 95. Ils se sont d'ailleurs à l'époque vraiment creusé le ciboulot pour essayer de trouver des façons dans des meetings plus petits. Il y a des images où on le voit debout sur les tables. Enfin, ils ont essayé de lui faire des choses pas forcément toujours bien inspirées, mais en tout cas, ils avaient cherché. Et peut-être que d'avoir vu Valérie Pécresse en difficulté,
Voilà, je me disais ça, moi, aujourd'hui, en le voyant à courant, alors qu'il y a 24 heures, il disait qu'il hésitait. Ce qui est sûr, c'est que sa famille politique pourrait l'aider plutôt que l'assassiner et la critiquer. Allez, dernier mot. Ça, c'est quand même. C'est pas du tout joué collectif. Une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est où est le programme de LR. Qu'a fait LR depuis 5 ans? On l'a beaucoup dit sur la gauche ces derniers mois, le PS programme, voilà. Mais qu'a fait la droite? À part de l'anti-Macron et un peu sécurité, immigration, moi, franchement, je ne sais pas où est le programme. Alors certes, il faut qu'elle incarne, ça c'est Valérie Pécresse la candidate, mais le corpus quand même, ce serait bien qu'elle puisse en profiter. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je remontre ce MOOC, l'acte 2 de 2022, la fabrique de la présidentielle, et votre article sur Fabien Roussel à lire. Et puis le Sioux, c'est cette biographie de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, publiée aux éditions de l'Archipel.